Conseil fédéral, mesdames et messieurs, rebonjour. Bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la politique européenne qui était sujet de discussion aujourd'hui lors de cette séance spéciale du Conseil fédéral qui s'est déroulée cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium aux côtés de Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur Henri Getta, le chef du bureau de l'intégration. Monsieur le Conseiller fédéral va vous présenter le thème et puis bien sûr nous passerons ensuite à vos questions. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons donc consacré en effet cette séance prolongée, et c'est ce qui explique l'horaire aussi pour vous. Cette séance prolongée du Conseil fédéral a la dimension européenne dans la stratégie de politique extérieure du pays. Donc, vous savez qu'il s'agissait beaucoup de parler de ce qu'on appelle l'institutionnel, mais le Conseil fédéral avait souhaité reprendre la problématique un peu plus générale, d'un point de vue plus stratégique, les relations au fond entre la Suisse et l'Europe. Et après une assez longue discussion, nous avons donc confirmé l'importance des relations entre la Suisse et l'Union européenne, importance très grande pour les uns et pour les autres, je dirais aussi bien pour la Suisse que pour l'Union européenne. Vous savez qu'on a une nouvelle stratégie de politique étrangère et on peut le voir tout de suite. Cette stratégie, je vous le rappelle, a pour objectif la défense des intérêts, de nos intérêts du pays, de la Suisse, et la promotion de nos valeurs. Et dans notre intérêt et pour nos valeurs, il y a précisément aussi cette relation avec l'Union européenne. Nous avons donc décidé, au fond, d'orienter cette relation entre la Suisse et l'Union européenne de manière aussi proactive que possible. Ça ne va pas forcément de soi. Les points de convergence existent, mais les points de divergence aussi. Mais nous souhaitons vraiment inscrire cette relation dans une dynamique aussi proactive que possible de la part de la Suisse. Dans les différents axes prioritaires de cette stratégie, il y a un axe qui concerne l'Union européenne, c'est le deuxième en fait, et ce deuxième axe, il faut aller un peu plus vite là, ce deuxième axe prioritaire, c'est l'axe qui consiste à aménager et à approfondir les rapports de la Suisse avec l'Union européenne, tout cela en cherchant à garder la marge de manœuvre politique et économique de notre pays. Ça veut dire concrètement la consolidation et la rénovation aussi de la voie bilatérale. À l'évidence, cette relation entre l'Union européenne et la Suisse doit être rénovée, elle doit bouger sur des points importants. Nous avions donc fait, il y a quelque temps aussi, nous l'avions présenté, une feuille de route. Cette feuille de route est toujours un élément important de la stratégie du Conseil fédéral. En deux mots, je vous rappelle que nous avions souhaité prendre un accord, l'accord électricité, un accord d'accès au marché. C'est un point très important aujourd'hui pour la discussion institutionnelle. Un accord qui parle de cet accès au marché. Nous avions pris cet accord parce qu'il est en discussion matérielle actuellement et qu'il arrive à une phase importante. Dans le cadre de cet accord, nous voulons inscrire la discussion institutionnelle, mais l'inscrire également de manière générale, et pas seulement pour l'accord lui-même, mais de manière générale pour ce qui est du futur des relations d'accès au marché intérieur de la Suisse pour l'Union européenne, de la Suisse auprès de ce marché intérieur de l'Union européenne. Par ailleurs, nous avons dans cette feuille de route une coordination de l'ensemble des autres dossiers dans les 4 catégories qui sont là, c'est la colonne du milieu. Et puis, nous avons également fixé dans cette feuille de route des aspects formels qui concernent les relations en Suisse avec les cantons et les relations avec l'Union européenne. Vous vous souvenez peut-être aussi, et nous en avons reparlé aujourd'hui, de la réaction de l'Union européenne, réaction d'abord par une réponse de Mme Ashton, assez distante, pas vraiment une réponse qui entrait en matière, puisque Mme Ashton rappelait que ça fait maintenant 2 ans à peu près, en tout cas depuis fin 2010, que le Conseil des ministres de l'Union européenne a dit qu'il faut une solution à l'institutionnel avant tout autre progrès. Mme Ashton, à ce moment-là, renvoyait notamment à la séance ou aux séances du 20 mars à Bruxelles. Ces séances ont eu lieu. Je vous rappelle qu'elles ont été assez fermes des deux côtés, mais qu'on est arrivé à la fin à quelques points communs. Et le 20 mars, on a dit en particulier ceci dans les constats communs. Il faut des progrès. Les progrès sont indispensables. Donc, des deux côtés, on est d'accord là-dessus. C'est déjà quelque chose. Ensuite, il a été dit aussi que l'approche doit être dorénavant globale et plus sectorielle. Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler dans un seul secteur, mais qu'on doit travailler de manière globale. Ça correspond, selon notre traduction,
à la feuille de route, en tout cas à l'esprit de la feuille de route. Donc on est d'accord, même si ça ne correspond plus à l'approche sectorielle que la Suisse avait par le passé. On est aussi d'accord sur l'importance du cadre institutionnel, même si l'Union européenne met le cadre institutionnel souvent comme préalable. Nous avons obtenu dans la discussion le 20 mars qu'on puisse l'imaginer dans le cadre d'un accord concret, pour autant, encore une fois, qu'on envisage une solution valable après pour la suite dans d'autres cas. Nous avons aussi le 20 mars annoncé que nous voulions faire une proposition du Conseil fédéral, une proposition de l'exécutif pour négocier sur l'institutionnel. Et puis nous avons souhaité et obtenu la possibilité de faire une coordination et un suivi, non seulement technique mais aussi politique de ce dossier. J'en viens maintenant à ce que nous allons proposer. J'aimerais préciser d'emblée qu'il s'agit donc d'une proposition du Conseil fédéral qui va maintenant partir dans une phase de consultation auprès des cantons, des commissions parlementaires et des partenaires sociaux. C'est qu'à la fin de cette phase d'audition, en fait, que nous transmettrons, sous une forme encore à définir, le résultat vraiment définitif à l'Union européenne. Donc on est dans la phase suisse pour le moment. Et la proposition institutionnelle que nous faisons, d'abord, j'aimerais préciser, il faut passer au suivant, merci, il faut préciser tout d'abord qu'il s'agit des accords pour l'accès au marché intérieur. Donc il s'agit vraiment de ceci. Concrètement, il ne s'agit pas par exemple de discuter de l'accord Galileo, qui est un accord de coordination comme cela, mais c'est vraiment les accords de marché intérieur, comme l'accès au marché de l'électricité par exemple. Ensuite, nous avons fixé une série de principes que je vais rapidement prendre maintenant parce que c'est assez technique. Et puis, nous les avons déclinés de manière concrète dans le cadre de l'accord énergie. Et c'est ce document complet avec les principes et la déclinaison concrète dans un accord qui vont faire l'objet de la phase d'audition maintenant. Et je rappelle encore une fois que toute cette question est intégrée à la feuille de route. Donc, le tout devra avancer ensemble. Il n'y a pas qu'une discussion sur l'institutionnel, mais c'est l'aspect, disons, où il y a des décisions d'aujourd'hui qui sont les plus importantes, et c'est pourquoi je les prends maintenant dans le détail, sans aller trop longtemps dans la présentation des éléments trop techniques. Alors tout d'abord, il y a le premier principe, il y en a 6. Le premier principe, c'est l'homogénéité. Nous avons évidemment dans un marché intérieur un intérêt évident à ce qu'il y ait un traitement égal des individus et des opérateurs qui sont actifs dans ce marché. Et un marché unique ne peut pas vraiment être un marché unique si, évidemment, les conditions dans lesquelles agissent certains opérateurs ou certains acteurs ne sont pas les mêmes. Donc, il faut viser cet objectif d'homogénéité et le Conseil fédéral est d'accord là-dessus. Il estime qu'il faut donc faire en sorte qu'il y ait des dispositions communes et une interprétation aussi uniforme que possible. C'est quelque chose qui existe, par exemple, dans l'accord Schengen à l'article 8. C'est donc quelque chose qui n'est pas entièrement nouveau, mais qui serait maintenant mis pour la suite des opérations dans l'ensemble des accords touchant au marché intérieur. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe touche au développement du droit des accords. Le Conseil fédéral estime que les négociations doivent se faire sur la base de l'acquis de l'Union européenne. Donc les négociations se font sur l'acquis, mais sans automatisme. Ça veut dire qu'il faut un mécanisme d'adaptation pour la Suisse. La Suisse doit pouvoir avoir un mécanisme d'adaptation, un mécanisme qui tient compte de l'ordre juridique suisse. Par exemple, ça peut être une reprise à titre provisoire, mais qui tient compte aussi, encore une fois, qui respecte les droits démocratiques suisses. Pour une grande partie des éléments d'évolution du droit, c'est tellement technique que ça concerne les offices ou peut-être le Conseil fédéral, mais ça va très très vite. Pour ce qui impliquerait évidemment des modifications plus importantes, comme des éléments qui touchent au Parlement, eh bien, il faut qu'on ait le temps pour cela, voire même le temps d'un référendum. Mais nous cherchons un mécanisme d'adaptation et le principe est acquis que nous voulons un mécanisme d'adaptation qui permet véritablement à la Suisse de s'adapter, mais aussi à l'ordre juridique suisse d'être respecté. Les modifications doivent donc être faites d'entente entre les parties, puisqu'il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas une modification qui se fait par une seule des parties. Les mesures de compensation peuvent être prévues, mais doivent être proportionnées. Les mesures de compensation, c'est des mesures si on n'arrive pas à s'adapter.
Et donc, l'autre partie, en l'occurrence l'Union européenne, pourrait prendre des mesures de compensation. Celles-ci doivent être proportionnées. Je précise, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, que cette présentation sera à votre disposition. Mais je ne sais pas si on a réussi à la copier déjà. Mais ça va venir. Les mesures de compensation proportionnées et au cas où, si vraiment on a l'impression qu'elles ne sont pas proportionnées, on pourrait recourir à un tribunal arbitral. Dernier point dans le développement du droit des accords, c'est la reprise du développement de l'acquis qui est subordonnée à une participation à ce qu'on appelle en bon français le decision shaping, c'est-à-dire la formation de la décision. C'est des choses qui existent aussi, notamment dans la règle 24 heures. Donc, pour ce qui concerne le développement du droit des accords, c'est quelque chose qui existe déjà. Troisième élément, et ça c'est l'élément le plus neuf, c'est un élément nouveau, c'est la question de la surveillance, qui est un des éléments essentiels pour la suite des opérations dans la relation avec l'Union européenne. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut faire une approche à deux piliers, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance au niveau de l'Union européenne et une surveillance au niveau de la Suisse. Et cette surveillance doit être indépendante et nationale. Donc nous voulons une autorité de surveillance nationale indépendante. Quand je dis indépendant, c'est indépendant du Conseil fédéral ou du Parlement. Donc c'est une autorité qui doit pouvoir, au fond, agir indépendamment de l'autorité actuelle, qui est le Conseil fédéral, par exemple. Donc cette autorité nationale de surveillance indépendante agira sur le territoire suisse et doit assurer une bonne application de l'accord par les autorités et par les opérateurs. Nous avons prévu une série de modalités et de précisions sur cette autorité qui feront l'objet également de cette phase de consultation auprès des cantons. Je n'entre pas dans le détail à ce stade-là. Ce sera le moment de le faire au moment où on aura terminé l'audition. Ensuite, il y a l'interprétation uniforme des accords, c'est le quatrième principe. Là, il s'agit au fond de prendre en compte, et c'est déjà fait dans plusieurs accords, autant que possible, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'institutionnaliser un dialogue entre les deux cours suprêmes, entre la Cour de justice de l'Union européenne et le tribunal fédéral. Au cas où on ne pouvait pas, on recourt à la même technique, c'est-à-dire les mesures de compensation proportionnées. Et le cas échéant, si on estime, si l'une partie estime qu'elles ne sont pas proportionnées, alors une décision qui peut être portée devant un tribunal arbitral. Règlement des différents cinquièmes principes. Là aussi, on précise le fonctionnement qui existe en fait déjà dans la règle 24 heures pour la surveillance douanière, mais qui n'existe pas dans beaucoup d'autres accords, en tout cas pas d'accords importants. Ce serait donc la discussion des divergences dans le comité mixte, ça c'est clair, mais après, si on n'arrive pas à une solution, des mesures de compensation et la possibilité à nouveau du tribunal arbitral. Et puis le sixième principe, ça c'est évidemment nouveau, c'est le caractère de référence, c'est-à-dire qu'on part du principe, encore une fois, que si on se met d'accord sur des principes institutionnels déclinés concrètement dans les discussions actuelles sur l'accord électricité, mais qui sont aussi à discuter de manière générale, eh bien, on trouvera une forme, sous forme par exemple d'une déclaration conjointe de l'Union européenne et de la Suisse, selon laquelle ces différents éléments institutionnels font dorénavant office de modèle pour les futurs accords d'accès au marché. Voilà, maintenant, juste pour terminer encore, vous dire que il y a déjà eu des discussions sur cette base. Les décisions qui ont été prises aujourd'hui confirment en fait les éléments que nous avions déjà un peu discutés avec quelques partenaires dans l'audition, ou prédiscutés plus exactement. La Commission Europe de la Conférence des cantons, le dialogue politique avec la Conférence des cantons, ce nouveau dialogue institutionnalisé qui a siégé le 17 avril et qui resiégera au mois de juin et au mois de juillet en principe pour la suite des opérations, et puis la commission de politique extérieure du Conseil national qui a aussi eu une pré-information puisqu'elle siégeait également à peu près aux mêmes dates. Mais formellement, les auditions sont prévues maintenant avec la CDC, donc la conférence des cantons, avec les deux commissions, même s'il faudra faire certainement une séance spéciale pour le national qui n'a pas de séance au mois de mai, et puis les partenaires sociaux. Puisque c'est au mois de mai que nous souhaitons faire cette audition pour être prêts
avec les résultats début juin. Donc c'est une audition relativement courte. Nous communiquerons alors en juin, selon les résultats que nous aurons eus de cette audition, la proposition formelle de la Suisse sur la table de la négociation avec l'Union européenne, qui viendra donc se faire sur cette question institutionnelle, mais intégrée à l'ensemble de la problématique de la feuille de route. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. On est à disposition pour quelques questions. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. On m'a fait signe entre-temps que le communiqué de presse qui accompagnera cette présentation doit être à disposition. Vous la trouverez en remontant à l'étage supérieur. Voilà. Donc, je prends volontiers vos questions. Qui souhaite poser la première question? Monsieur Wüthrich. Oui, j'ai une première question concernant l'autorité nationale de surveillance. Est-ce que le Conseil fédéral a déjà esquissé le profil et la nationalité de ces personnes? Est-ce que ce sont des personnes exclusivement suisses ou est-ce qu'une solution à la commission Bergier est envisageable? Et j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que ce système d'arbitrage pourra s'appliquer rétroactivement à l'interprétation de la clause de sauvegarde? Alors, concernant l'autorité de surveillance, je vous l'ai dit, c'est une autorité nationale. Donc, nous avons l'intention clairement de nommer des personnes de nationalité suisse. Je pense que des doubles nationaux pourraient être envisagés, mais c'est vraiment une autorité nationale de surveillance. C'est la proposition qui est faite à ce stade. Encore une fois, on entre dans une audition, on verra bien si les réactions sont différentes, mais c'est ce que nous proposons. Cette autorité serait nommée par le Parlement. Deuxième question, non, ce n'est pas rétroactif. Prochaine question, Monsieur Nebel. Première question, qu'est-ce qu'il se passe si les deux autorités de surveillance, d'un côté en Suisse et du côté européen, n'arrivent pas à la même conclusion? Qui décide en dernier lieu? Et deuxièmement, vous avez mentionné le fait qu'il serait désormais possible de participer à l'élaboration des lois, au decision shaping. Sous quelle forme cela prendra? Quelle forme cela prendra? Pour commencer par ça, ça existe déjà, sauf erreur, hein, vous me confirmez ou pas si jamais. Ça existe pour Schengen. Donc, nous avons des experts suisses qui, dans le cadre des comités qui préparent les évolutions ou les éléments qui doivent faire évoluer le droit, qui font entendre la position de la Suisse. Donc, la Suisse ne vote pas, mais la Suisse participe à la formation de la décision. Et ce serait l'idée d'étendre systématiquement cette façon de faire pour les accords d'accès au marché. Deuxième question, donc l'autorité de surveillance, elle est construite dans l'idée de manière aussi proche que possible de la conception de l'Union européenne pour sa part. Donc l'Union européenne, au fond, c'est la Commission qui est l'autorité de surveillance, et s'il y a un problème, ça monte jusqu'à la Cour européenne de justice. Et ensuite, ce sera une autorité de surveillance à nommer, et si c'est nécessaire, ça monte jusqu'au tribunal fédéral. Et comme je vous ai dit, l'interprétation du droit des deux cours suprêmes doit être faite de manière à ce qu'elle soit très proche, puisque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne doit être au fond intégrée aux réflexions du tribunal fédéral. Donc en ce sens-là, il devrait y avoir une très grande proximité. Maintenant, encore une fois, le travail est fait sur deux piliers. Donc si l'autorité de surveillance s'exprime sur quelque chose, c'est quelque chose qui concerne la surveillance en Suisse et pas en l'Union européenne. Peut-être vous voulez compléter sur ce point. Prochaine question. Oui, Monsieur Kessler. Wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass die EU eine rein nationale Überwachungsbehörde gutheißen würde? Also die Chancen sind noch nicht geschätzt, weil wir sind jetzt noch in der Schweizer Phase, wenn man so sagen will. Aber ich möchte noch sagen, Ende 2010 hat der Ministerrat ganz klar gesagt, es soll eine Lösung für die Überwachung geben und diese Lösung muss eine unabhängige sein. Es ist nicht geschrieben eine supranationale. Wir haben mit dieser Lösung eine nationale unabhängige Überwachungsbehörde entschieden. Jetzt werden wir sehen noch einmal, jetzt hat es noch einen Monat oder etwas mehr
Diskussion und Anhörung. Und dann nachher müssen wir schauen, wenn wir das bestätigen, dann werden wir mit der EU das diskutieren. Und das ist eine Verhandlung. Wir sind der Meinung, dass unser Vorschlag ist sehr nah, wenn man schaut, wie die EU selbst die Überwachungsproblematik gelöst hat. Es ist einfach, wenn man es sagen darf. Es ist nicht so einfach, aber es ist einfach etwas für die Schweiz. Aber die Konzeption ist genau dasselbe. Und es ist eine unabhängige Behörde. Prochaine question. Oui, Monsieur Masmeja. Oui, j'aimerais plus de détails concernant les mesures de compensation. Donc, si j'ai bien compris, il y a un différend entre les deux parties. Qui paye quoi? C'est-à-dire, est-ce que ça sera toujours la Suisse, si elle n'est pas d'accord de reprendre le droit, qui va décider de payer financièrement, ou est-ce que ça peut être l'inverse? Les mesures de compensation ne sont pas forcément des paiements d'argent. Donc, les mesures de compensation peuvent être diverses. Ce serait bien que vous donniez quelques exemples. Mais en effet, dans le cas où on parle de la reprise du droit, ça concerne essentiellement la Suisse. Donc, c'est clair que si la Suisse ne reprend pas, parce que ce n'est pas tellement l'Union européenne qui ne va pas reprendre son propre droit, mais si, bon, on pourrait l'imaginer théoriquement, mais ce serait un peu bizarre. Donc, en principe, c'est la Suisse qui dirait non, ça, on ne peut pas le faire. Et là, à ce moment-là, le mécanisme se met en place avec ces mesures de compensation. Alors, elles peuvent être diverses. Peut-être ce serait bien que vous donniez là des exemples. Et si on estime qu'elles ne sont pas appropriées, bien à ce moment-là, il y a la possibilité, dans notre proposition, de recourir à un tribunal arbitral. Oui, je peux imaginer des exemples hypothétiques dans le cas de Schengen, par exemple. On a voté sur le passeport biométrique. Si la Suisse avait refusé le passeport biométrique, eh bien, une mesure de compensation aurait pu être, par exemple, d'exiger à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne des passeports, des documents supplémentaires pour les Suisses. Ou par exemple, certaines modifications, évolutions du droit de Schengen concernent les spécifications techniques du SIS, le système informatique d'accès aux informations policières. Eh bien, si la Suisse ne pouvait pas, pour une raison ou pour une autre, reprendre une modification, alors la conséquence pourrait être, de manière transitoire, que l'accès à ce système soit fermé. C'est des exemples que j'invente là sur le moment, parce que la situation ne s'est jamais présentée. L'idée de mesure de compensation proportionnelle, c'est un concept qui demande, le cas échéant, à être concrétisé dans les cas d'espèces qui pourraient se présenter. D'autres questions? Ça n'est plus le cas. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.